Bonjour, merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de voir des vraies têtes dans la vraie vie. Pour les gens qui m'ont déjà croisé, vous savez que ça me fait toujours très plaisir de voir mes abonnés, comme on les appelle, en vrai, parce que ça change des pseudos, ça change des likes, ça change des chiffres, et là ça rend les choses très concrètes, et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème, c'est de parler de mon expérience sur les réseaux en tant que militante ou activiste, ou même aujourd'hui il existe un terme qui s'appelle média-activiste. Et vous expliquer un peu en 6 ans en gros qu'est-ce que je conclus en fait de cette expérience, et on va plutôt se focaliser sur les aspects négatifs de cette expérience parce que tristement il y a plein de gens qui ont une expérience pas très sympathique en étant sur les réseaux, même des personnes qui sont anonymes, qui sont pas très suivies, qui n'ont pas forcément montré leur tête à personne, et c'est plutôt de ça qu'on va parler. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carolina Gonzalez, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2015, j'avais 18 ans. Pour les personnes qui me suivaient à cette époque, vous savez sûrement que j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Je commençais en parlant de développement personnel, de psychologie, de spiritualité. J'étais très dans mon petit monde et je voulais partager un peu ce qui m'intéressait. Et progressivement, mon contenu a vraiment changé en profondeur, notamment le fait que mon contenu s'est progressivement politisé, ça a même influencé mon choix d'études par la suite, le fait que je sois sur YouTube. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'étais caissière en année sabbatique, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, et c'est grâce aux réseaux sociaux et aux interactions que j'ai eues sur les réseaux sociaux que j'ai commencé à me poser des questions sur le monde qui m'entoure, sur le côté plus social, sur des questions d'actualité. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire des études de sociologie et donc de faire communiquer mes réseaux avec mes études, au point d'en faire une chaîne YouTube à part entière qui parle que de sociologie. Donc ça, c'est un peu pour le cadre. Le fait qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de m'investir, entre guillemets, pour des causes qui me tiennent à cœur, ça n'a pas été dû que aux réseaux sociaux. C'est en grande partie dû à ma présence sur Internet, mais pas que. Le fait qu'existe ce festival a aussi beaucoup joué dans mon intérêt pour ces questions-là, puisque quand j'étais ado, j'avais genre 16-17 ans je crois, lors d'un cours d'histoire, on est venu ici voir un film sur le génocide du Rwanda, et j'ai eu la claque de ma vie, enfin, genre, je savais pas que ça existait un festival qui montrait des films réalisés de cette manière, avec ces thématiques, et j'ai commencé à vouloir venir voir d'autres films, et en fait progressivement j'ai commencé à me rendre compte que il existait un tas de questions hyper importantes sur lesquelles s'attarder, qui ne concernaient pas forcément que soi, sa petite vie, etc. Et donc le festival m'a permis aussi de vraiment prendre un tournant dans mon contenu et de me dire ok, je veux que ma chaîne soit un outil. Je veux que ma chaîne elle serve en fait pour communiquer sur ces sujets, pour donner la force que je peux donner s'il le faut. Ça on va l'approfondir tout à l'heure. Donc voilà un peu comment a évolué mon contenu, et si vous allez voir mes vidéos d'il y a 5 ans, vous verrez que vraiment ça n'a rien à voir. C'est un choix aussi que j'ai fait de ne pas vouloir forcément supprimer mes vidéos ou à chaque fois mettre à jour ce que je fais, c'est juste pour montrer qu'il y a une progression en fait dans la pensée. Ça c'est un des premiers défauts d'internet, je dirais, c'est le fait que souvent on voit du contenu d'une personne et on a l'impression que ça lui est tombé tout cuit dans la bouche comme ça, et puis qu'il n'y a pas eu de questionnement, d'erreur, de remise en question, etc. Et moi je tiens vraiment au fait de montrer qu'il y a une évolution. En fait, je suis partie d'un point A, et avant d'arriver au point Z, il s'est passé toutes les lettres de l'alphabet, et moi c'est ce que je veux montrer en fait. Donc dans mes vidéos, souvent, on peut voir que je reviens sur des propos que j'ai eus il y a 6 mois, il y a 3 ans, en disant vous vous rappelez, j'avais dit ça, en fait j'ai changé d'avis, voilà comment j'ai changé d'avis, etc. Et c'est ce que je veux en fait, moi sur mes réseaux, c'est montrer cette progression qu'on a tendance à ne pas voir en fait dans ce merveilleux monde virtuel que sont les réseaux. Donc moi je suis pas ici pour dire en gros qu'est-ce que c'est de l'activisme et qu'est-ce qui n'en est pas, parce que je suis personne en fait pour le définir. Je suis pas là non plus pour dire est-ce que l'activisme en ligne est vraiment de l'activisme ou pas, mais je peux venir vous parler un peu des débats qu'il y a autour de ça, et surtout des biais qu'il peut y avoir et qui peuvent en fait être un frein à l'activisme en soi, le fait d'être sur les réseaux. Personnellement j'ai du mal à me définir moi-même en tant qu'activiste. Le festival souvent me qualifie comme telle, notre activiste genevoise, notre militante genevoise, etc. Pourquoi j'ai du mal avec cette étiquette? Parce que souvent quand les gens ils me l'attribuent, c'est en fonction de ce que je fais sur YouTube. Or, ce que je fais sur YouTube, c'est parler de moi, de ma chaîne à mon nom, je parle de mes expériences, c'est très centré sur ma personne,
Et pour moi, c'est pas vraiment de l'activisme parce que, à titre personnel, j'estime que l'activisme, le militantisme, ça s'inscrit dans une démarche collective. Ça s'inscrit dans le groupe et ça s'inscrit dans des actions concrètes et pas forcément moi qui vais certes impacter des milliers de personnes avec une seule vidéo, mais pour moi c'est pas ça l'activisme, en tout cas tel que je le conçois. Je sais que ça a un impact, je sais que ma notoriété est aussi chargée d'une forme de responsabilité, je peux pas faire n'importe quoi sur mes réseaux, je peux pas faire comme si personne ne voyait mes vidéos. Et donc, même si oui, ça peut être un outil au service des causes qui me tiennent à cœur, ce que je fais dans la vie de tous les jours n'est pas visible sur Internet. Et donc, quand on me dit, voilà, elle est militante, elle est activiste, ben, je suis toujours un peu gênée parce que je suis là, oui, mais toi, tu vois que ce que je fais sur les réseaux et ce que je fais, par exemple, au sein de certains collectifs, le bénévolat, les dons, plein de choses dont on pourra parler tout à l'heure, ça, les gens le voient pas forcément, ils ne veulent pas forcément le valoriser, alors que pour moi, c'est surtout là que se situe mon investissement, en fait. Donc, voilà un peu pour le contexte. Donc là, je vais déjà aborder une des premières problématiques, c'est-à-dire que parler d'activisme sur les réseaux, c'est un peu touchy, vu qu'on a le collectif, le militantisme, et les réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux, ils ont des tendances propres, dues aux algorithmes, dues aux logiques aussi commerciales qu'il y a dessus, qui sont des logiques très individualistes. C'est-à-dire que les réseaux poussent en fait à ce qu'on parle que de nous, qu'on montre nos visages, à le personal branding. Et moi, je m'inscris complètement là-dedans. Et donc, je trouve que c'est un peu contradictoire parce que souvent, on va tomber en fait dans une dynamique que j'ai moi-même vécue, qui est le fait qu'on va personnifier, gourouiser un peu certaines personnes au nom de certaines causes. Alors qu'à nouveau, en tout cas le militantisme dans lequel je m'inscris n'est pas dans une verticalité, c'est plutôt quelque chose d'horizontal, tout le monde a la même importance, etc. Et donc cet effet un peu que donnent les réseaux d'idolâtrer les gens, les voir comme supérieurs, comme parfaits, ça c'est vraiment quelque chose qui est propre au réseau. Je trouve que c'est incompatible avec la démarche même de vouloir militer, s'investir dans des causes sociales, etc. Et donc, tout l'enjeu est celui-ci, c'est-à-dire comment faire pour que mon image soit utile au service de mes causes sans tomber dans quelque chose qui soit centré autour de ma petite personne. Je pense que vous avez dû le voir, il y a beaucoup de gens qui du coup capitalisent sur des causes sur Internet grâce à leur image et qui s'inscrivent dans des logiques complètement inverses aux causes à la base qui sont défendues. De par le fait, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple, voilà, moi je me dis féministe, je parle de féminisme sur mes réseaux, mon image, ma tête est devenue célèbre et donc les gens associent mon nom au féminisme et je vais commencer à faire des publicités pour des marques de serviettes et de tampons toxiques qui nous flinguent la flore vaginale, etc. Mais au nom du féminisme et de ma notoriété, je vais faire ces partenariats et je vais me faire plein d'argent. Et donc, pour moi, ça, c'est des écueils dans lesquels je ne veux pas tomber, en fait, parce que c'est ce que nous pousse à faire les réseaux pour pouvoir en vivre, pour pouvoir exploiter du coup ce potentiel. Mais le fait que ce soit centré sur l'individu, sur la personne et sur ce côté un peu genre gourouisant des gens, pour moi, est un frein, en fait, aux causes initiales. Et donc, j'ai toujours ce truc un peu quand je rencontre les gens, et c'est peut-être arrivé avec certains ou certaines d'entre vous, où les gens, tout d'un coup, sont là, genre intimidés par ma personne. « Waouh, mon Dieu, mais attends, je suis gênée, mais c'est tellement incroyable de t'avoir devant moi. » Et souvent, je dis « Non, 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 je suis pas une star, je suis pas plus que toi, en fait. Genre, la différence, c'est juste que moi, je suis sur Internet et qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais ce que tu fais et ce que je fais valent exactement la même chose. » Et moi, cet effet-là de cette aura charismatique qu'on peut avoir sur les réseaux, je le comprends, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais j'essaye vraiment toujours de le temporiser le plus possible. Vous avez sûrement déjà entendu parler de wokisme, de cancel culture, de militantisme performatif, de pureté militante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Levez la main si c'est des mots qui vous parlent. Ok. Alors je ne sais pas dans quel cadre vous avez entendu ces termes. Évidemment, ce que je vais raconter ici, ça peut s'approcher d'une forme de critique en disant oui, alors nos communautés sont très chargées de pureté militante, de machin truc. Mais il faut faire attention parce que ces termes-là sont récupérés par les réactionnaires, par l'extrême droite, etc. Oui, mais vous, la culture woke, oui, les féministes là, et puis leur cancel culture, oui, mais nanana. Ça, c'est du pain béni, entre guillemets, pour les ennemis politiques parce que, sans vouloir tomber dans quelque chose de trop simpliste, il y a quand même une forme de bloc, en fait. Souvent,
enfin bon, je pense que c'est une nouvelle pour personne que je suis une gaucho, n'est-ce pas? Mais souvent les gens de droite sont très soudés, sont très dans quelque chose des valeurs communes, des principes communs, nous défendons nos valeurs, etc. Donc ils sont hyper genre bloc. Et quand ils voient que nous, de notre côté, on est là avec des débats intracommunautaires, avec des fragmentations, des micro-labels à tire-larigot, etc., bah eux, pour eux, c'est du pain béni parce qu'ils sont là, regardez, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur des choses qui vous réunissent, c'est bien la preuve que vos causes sont éclatées. Et je pense pas que ce soit vrai, je pense que c'est important qu'on ait des débats, des critiques internes, etc. Mais une chose est vraie, c'est qu'on a tendance, justement à cause de ce que j'ai dit sur les algorithmes et les logiques propres au réseau, à toujours se centrer sur des spécificités, de gens qui veulent revendiquer ça comme étant des étiquettes englobantes pour tout le monde, alors qu'en fait non, ça se fragmente, et on en vient du coup à oublier en fait qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qui fait qu'à la base on a envie de faire des choses ensemble. Donc vraiment mon but c'est de revenir à une pensée de communauté, de se connecter avec des gens, et si on n'est que sur les réseaux, c'est un peu difficile de le faire. Parce que, et c'est le cas de beaucoup de gens qui me suivent, qui m'en ont beaucoup parlé, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je me sens seule, je suis queer par exemple, je suis lesbienne, je suis trans ou peu importe. J'ai besoin d'avoir une communauté, donc je vais aller sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas la capacité, pour x, y raison, d'aller dans la vraie vie, entre guillemets. » Et donc il y a beaucoup de gens qui arrivent sur les réseaux, qui trouvent des communautés qui leur ressemblent, dans lesquelles ils trouvent du soutien, et après, qui voient en fait toutes les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux, propres à ce qu'on a dit tout à l'heure, la cancel culture, la pureté militante, etc., etc. Et donc ils se retrouvent complètement sous pression et dégoûtés en se disant mais en fait là où je pensais trouver du réconfort et de l'amour et du soutien, je me sens juste sous pression parce que j'ai l'impression que je suis pas assez avancée, que je suis pas assez déconstruite, que j'ai pas assez bien fait, etc., etc. Et donc on en vient à retourner le truc à nouveau sur soi, logique des réseaux. C'est plus une question de lutter pour une cause, c'est une question de lutter pour son image, en fait. Je parle pour montrer que mon image, elle est bien, pour montrer que je suis une bonne personne, que j'ai un bon fond, que je suis safe, entre guillemets, alors qu'à la base, quand même, on vient là pour des causes communes, pour un investissement commun. Et donc, quand on n'est que dans cette sphère des réseaux, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que dans la vraie vie, entre guillemets, les interactions sont quand même différentes. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir des clashs sur internet avec des gens dont vous connaissiez ni la tête, ni le nom, ni l'âge, ni d'où elle vient, enfin rien du tout, mais juste vous clashez avec une personne sur internet, ça vous met super mal, ça vous remet en question, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, si vous aviez eu cette conversation dans la vraie vie, ça serait sûrement passé différemment. Bah moi c'est mon pain quotidien, c'est tout le temps ça. Donc le but c'est pas de dire les réseaux c'est mal et la vraie vie c'est bien, c'est pas ça le propos. Mais c'est de dire que si comme moi, c'est sur internet qu'on a commencé à se poser des questions, c'est sur internet qu'on a commencé à s'intéresser à des problématiques et que c'est sur internet qu'on a commencé à trouver des gens qui nous ressemblent, il ne faut pas oublier qu'il y a une continuité aussi dans notre localité, dans notre quartier, dans notre commune, dans notre ville, qui fait qu'on a quand même d'autres types d'interactions. On se retrouve avec des gens qui veulent de l'aide, qui veulent trouver du soutien, de l'amour, mais qui sont complètement terrorisés parce que justement il y a cette logique hyper centrée sur soi-même des réseaux, et qui en viennent à oublier qu'à la base ce sont des outils hyper puissants. Vraiment. Ça peut être une source d'angoisse, ça peut être une source de stress, mais ça peut aussi être un merveilleux moyen de faire des choses concrètes. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes avec les manifs Black Lives Matter qui ont partagé des carrés noirs hashtag BLM pour montrer son soutien. Il y a des personnes qui ont utilisé le hashtag MeToo pour montrer son soutien avec les autres victimes. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça sur les réseaux. Le grand problème, c'est que, à nouveau, si on n'est pas dans un regard critique de ces démarches, on peut se dire « Ah, ok, j'ai fait ma bonne action, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai repartagé un truc, j'ai mis mon like, j'ai fait ce qu'il fallait, ou je m'indigne en ligne, ça suffit pour montrer, justement, à nouveau, que j'ai des bonnes intentions, je suis une bonne personne, etc. » Parce que, à nouveau, ça s'inscrit dans cette logique des réseaux, en fait. Et on a tendance à oublier qu'en fait, ça suffit pas. Alors le but c'est pas de dire faites plus si vous n'êtes pas capable de le faire, non, mais ça veut juste dire que ce n'est pas une fin en soi. S'indigner sur les réseaux, faire des choses sur les réseaux, c'est pas une fin en soi, c'est un outil avant tout. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier en fait sur internet, c'est que c'est des moyens, c'est pas des fins. Le problème avec les logiques hyper individualistes d'internet et libérales, etc., c'est que ça devient une fin en soi. Moi je suis une fin en soi, c'est-à-dire que mon image est une fin en soi. La carologie, mon prénom, ma vie, c'est devenu une fin en soi, c'est plus devenu un outil. Et pour moi, ça représente un grand frein à ce que je veux faire, parce que du coup,
on en revient à cette histoire de pression où des fois je me retrouve complètement bloquée par des obstacles parce que j'ose plus en fait montrer ce processus, montrer les erreurs, montrer les pétages de gueule entre guillemets de ce que ça implique de se déconstruire, de chercher à comprendre des choses, de s'investir, etc. Et ça, ce frein, le fait de se taire, le fait de ne pas oser montrer ce processus-là, ça fait que d'autres gens ne vont pas le faire non plus en fait. Et ça, c'est ce que je trouve terrible en fait sur les réseaux. Tout ça pour dire qu'en gros, être activiste pour moi, c'est pas une identité en soi. Et je pense que vous l'avez vu, si vous êtes à nouveau sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui en font justement leur image de marque, quoi. En gros, c'est leur... Et ça peut être bien d'une certaine manière, mais critiquable sur d'autres aspects, comme je viens de le dire. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ça va, c'est pas trop fouillé. D'habitude, je fais du montage, hein, je redis les trucs, mais là, voilà. Bref, tous les mécanismes là dont je parle, ça fait que à la fin, on a l'impression qu'être en colère, c'est une fin en soi. Et en fait, on est dans une boucle perpétuelle, et beaucoup de gens en parlent aussi, à nouveau des abonnés avec qui j'en ai parlé. Ils me disent, mais en fait, des fois, j'ai l'impression d'être enfermée dans un cercle vicieux où en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de ne pas être en colère. Parce que si j'arrête d'être en colère, ça veut dire que je lutte plus. Ça veut dire que je m'intéresse plus, et je m'indigne plus. Et si je m'indigne plus, bah du coup, je milite plus. Sauf que j'insiste, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, être en colère n'est pas une fin en soi, s'indigner n'est pas une fin en soi. Sauf que les réseaux nous font penser que ça l'est. Et que ça suffit juste de montrer des images choquantes, de hurler, de call-out, de ci, de ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe après. Typiquement le call-out. Qui ne sait pas ce que ça veut dire le call-out? En gros, c'est quand on va dénoncer publiquement une personne pour des actes problématiques, typiquement Harvey Weinstein lors de MeToo. C'était un call-out, c'était pour dire il y a des personnes qui sont inatteignables, donc on va utiliser la dénonciation publique pour les atteindre en fait. À la base, c'est quand même fait pour ça le call-out. C'est fait pour atteindre des gens qui ne le sont pas. Sauf que sur les réseaux, c'est devenu un outil pour dénoncer sa colocataire qui n'a pas jeté ses tampons dans la bonne poubelle, quoi. Je vous jure que des fois, ça va à ce point-là, de loin. Et ça part dans des cyberharcèlements. Des fois, on call-out des gens, on ne sait même plus pourquoi. Enfin, on sait que cette personne a été call-out, mais on ne sait plus pourquoi. Mais on sait juste que c'est une personne qu'il faut supprimer de l'existence sociale. Et donc, ces outils-là, qui à la base sont des outils hyper précieux et qui peuvent être utilisés sur les réseaux sociaux à bon escient, se retrouvent réutilisés à des mauvaises fins, justement à des fins d'indignation, pour l'indignation en gros. J'aimerais vous lire une citation de Gundo Diawara, qui en fait, c'était pas du tout prévu, mais pour mon travail de bachelor, j'étais en train de lire des articles pour ce que je dois faire, et j'étais tombée sur cette citation, je me suis dit, mais c'est exactement le sujet de la rencontre. Donc elle nous dit, l'article en question s'appelle « Entendez, jeunes femmes engagées dans les quartiers populaires ». Je vous donnerai la référence si vous la voulez. Donc elle dit « Malheureusement, bien que je ne sois plus que jamais convaincue de la nécessité de faire entendre nos colères et de dénoncer les injustices, je déplore que le jeu de l'apparition de voix dissonantes dans l'espace public semble être devenu, avec les réseaux sociaux, une sorte de mère des luttes, faisant de nombre de militants, militantes et expertes en communication, des experts en communication, oubliant que nos combats s'appauvrissent s'ils ne visent rien de concret. En outre, la temporalité de l'urgence qui s'est imposée à nous n'arrange rien. Si nos colères sont légitimes, je crains que nous ayons fini par nous y enfermer, à force de vouloir intellectualiser chacun des maillons des chaînes qui entravent nos libertés et nos droits. » Et j'ai trouvé que cette citation, elle était hyper pertinente, parce qu'en fait, elle permet de mettre le doigt sur le fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose par la suite. Oui, on est en colère, oui, on va dénoncer, oui, on va s'indigner, oui, on va repartager quelque chose qui nous traumatise. Mais après, il se passe quoi? On va rester juste avec ce sentiment négatif? On va juste être amer et aigre et frustré, en fait, tout le temps? C'est pas le but, en fait. Le but, c'est qu'il y ait une utilité à cette expression de cette colère. Mais j'insiste, la logique des réseaux sociaux, tristement, fait que pour beaucoup de personnes, la colère, ça devient carrément une identité. Ça devient carrément... Et je le comprends parce que moi-même aussi, des fois, j'ai l'impression que je peux m'accrocher qu'à ça. Parce que si j'ai pas ma colère, si j'ai pas mon énervement, qu'est-ce qui me reste? C'est dur, hein, des fois, de la lâcher et de se dire... en fait, en vrai, ce que je ressens, c'est de la tristesse. En vrai, ce que je ressens, c'est de la solitude. En vrai, ce que je ressens, c'est que je suis désemparée. Mais c'est aussi important de s'emparer de ça et de se dire... Bon, on va faire quelque chose pour régler ça, entre nous.
dans la collectivité. Je tiens quand même à rappeler, parce que c'est important, il y a des personnes aussi qui ne connaissent entre guillemets que les réseaux sociaux juste parce qu'elles sont dans l'incapacité matérielle de faire autrement. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller en manifestation, il y a des gens qui ne sont pas capables de s'investir dans le quotidien, dans des associations, ou même juste qui physiquement ou mentalement ne sont pas disposés à faire ces choses, donc qui utilisent ces réseaux sociaux. Et on peut en faire un espace de communauté, un espace de soutien, un espace dans lequel on va vraiment s'entraider. Des exemples de choses concrètes qu'on peut faire grâce au réseau, c'est partager des cagnottes, donner son argent, faire en sorte de réunir des personnes pour des événements importants. On peut créer des chaînes de solidarité. Moi, ça m'arrive souvent que des gens me disent « Hey, j'ai pas d'endroit où dormir ce soir, est-ce que tu peux juste faire une annonce, voir s'il y a quelqu'un qui peut m'héberger ?» Bam. Et ça, c'est des petites choses, mais en fait, c'est carrément plus important que moi qui hurle sur internet et qui m'énerve et qui va faire que plein de gens s'énervent et qu'en fait à la fin on sait pas qu'est-ce qu'on fait de cette colère. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ça fait 6 ans, bientôt 7 que je suis sur les réseaux, là j'évacue quelque chose avec vous. Bref, tout ça pour dire que le but c'est pas de dire que la colère il faut qu'elle soit lissée ou qu'elle est illégitime ou qu'elle devrait pas être entendue, mais c'est que vraiment il faut pas qu'on perde de vue le fait qu'il faut qu'elle nous serve à quelque chose à la fin. Parce que sinon ça va juste nous faire du mal, à nous et aux gens qu'on essaye de soutenir en fait. Et donc de sortir de cette spirale infernale qui parfois impacte nombre d'entre nous. Et j'insiste sur le fait que c'est pas que le fait d'être connu sur internet et d'avoir beaucoup de gens qui nous regardent qui créent ça. Il y a des gens qui sont pas du tout connus et qui souffrent de la même chose. Et qui se disent, tu sais Caro, tes vidéos, elles m'ont permis de me questionner sur X, Y lutte, mais je suis complètement terrorisée. La seule chose que j'ai conclue de tout ça, c'est que je suis une grosse merde. C'est qu'en fait, j'ai rien compris. Parce que je me rends compte que je suis tellement loin d'avoir compris la moitié, du tiers, d'un millième des trucs que toi t'as compris, je complexe, etc. Et à nouveau, je suis là. En fait, il ne s'agit pas de toi. C'est pas une question de ton image, de ta valeur, de ta personne. Fais ce que tu peux faire. Moi, dans mon entourage de la vie de tous les jours, je suis constamment avec des personnes qui sont pas du tout politisées, qui en ont rien à faire d'internet, qui en ont rien à faire, mais qui pourtant dans leur quotidien font des trucs hyper importants. Mais elles sont pas là à le brandir sur les réseaux comme moi et du coup à essayer de prouver quelque chose à qui que ce soit. Et je pense que c'est vraiment une question, on doit vraiment avoir un recul par rapport à ce qui se passe sur internet, par rapport aux gens qu'on suit et par rapport à qui on donne de la force sur ça. Cette espèce de façon de faire, c'est-à-dire cette envie de s'investir, d'utiliser les réseaux à son échelle, de vouloir transmettre des messages, etc., mais de passer son temps à s'auto-flageller, et c'est ce que j'ai fait, croyez-moi, je sais de quoi je parle, ça a un nom, ça s'appelle le militantisme performatif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne milite plus avec des vrais gens, qui soient sur internet ou pas d'ailleurs, mais juste avec des personnes, mais on milite à nouveau pour son image. On se retrouve des fois dans des situations dramatiques dans lesquelles des gens qui sont hyper inspirants, des gens qui ont fait des trucs incroyables, des gens qui ont, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, mais des personnes qui sont vraiment intéressantes, non pas qu'elles correspondent parfaitement à ce qu'on veut, hein, mais des gens juste qui nous inspirent, qui font des vrais trucs, qui font avancer des causes, se retrouvent et il y en a plein à dire « Eh, vous m'avez dégoûté, plus jamais, je quitte les réseaux, oubliez-moi, je ne suis plus féministe, je ne suis plus dans telle ou telle cause, peu importe, antiraciste, LGBT, en fait oubliez-moi, je suis dégoûtée. En fait vous m'avez fait comprendre que j'étais jamais assez bien, que je faisais jamais comme il faut les choses, que de toute façon je n'arriverai jamais à atteindre le but que vous espérez de moi, je me casse. » Et j'ai des proches qui l'ont fait d'ailleurs. Vous savez pas comment ça me brise le cœur de voir ça. Parce que, en fait, on revient à ce que je disais au début. C'est à nouveau à cause de cette dynamique où tout se centre sur la personne. Les gens quittent les réseaux, il y a des gens hyper intéressants qui finissent par vouloir lâcher les réseaux sociaux. Juste parce qu'en fait on leur a fait comprendre que ce qui comptait c'était leur image, c'était leur ego, c'était leur valeur en tant que personne et non pas ce qu'ils pouvaient apporter en fait. Ça me fait de la peine parce que d'un côté je me dis je comprends parce que perso j'en ai eu des shitstorms, j'ai vécu du cyberharcèlement aussi, que ce soit d'un camp comme de l'autre entre guillemets. Alors bien sûr quand je parle de féminisme ou quand je parle de questions queer ou d'autres questions, j'ai des fachos qui viennent dans mes DM, qui me menacent de mort, qui me menacent de viol, etc. Ça y va, bon c'est des vagues de harcèlement, ça passe. C'est dur à vivre, ça me traumatise, mais ça passe. Mais quand c'est au sein de ton propre espace dans lequel tu te sens bien, tu le vis tellement d'une manière plus violente, alors que c'est pas factuellement plus violent, hein. C'est pas forcément plus violent, mais ça fait tellement plus mal. C'est comme un proche qui te dit t'es qu'une merde, bah ça va plus t'impacter que quand c'est un parfait inconnu qui de toute façon te déteste de base, tu vois. Et moi ça je trouve que c'est super triste.
J'aimerais justement trouver un moyen que tous ensemble on se mette d'accord et qu'on réfléchisse à comment faire que ces espaces-là ne tombent pas dans ces biais-là en fait. Un truc que j'ai personnellement expérimenté du coup, c'est que je me suis rendu compte, peut-être que pour vous c'est évident, mais pour une personne comme moi non, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens dans la vraie vie, en face à face, toi et moi on discute, toi et moi on discute, toi et moi on discute, ils réagissent pas comme sur Twitter. Il y a plein d'éléments qu'on peut prendre en considération, l'intonation de la voix, la posture, le machin. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut se rendre compte que, on peut prendre le temps. Et un malentendu, viens, on calme la chose, on discute, on se met d'accord, ah t'as compris ça, en fait ce que je voulais dire c'était pas ça comme ça, etc. Sur les réseaux, parfois ça c'est pas possible. Et donc moi ce que j'aimerais transmettre comme message, c'est le fait de revenir à quelque chose de concret. Alors à nouveau, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus dur que d'autres d'accéder à ces espaces physiques. Mais il faut qu'on les rende accessibles, il faut qu'on puisse faire en sorte que des gens se disent ok, plutôt que d'avoir ces conversations à la con sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat ou je sais quoi, ayons ces conversations dans la vraie vie et faisons avancer les choses. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, la dynamique en fait de ce qui se passe, c'est qu'on commence à parler sur les réseaux, des gens nous starifient quelle que soit notre audience, on commence à se sentir très responsable, du coup on commence à se mettre la pression, on s'auto-juge constamment. Il y a un manque d'humilité qui s'installe. Parce que du coup, tout d'un coup, on a l'impression que genre, ce qu'on va faire ou ce qu'on va dire va changer le cours de l'histoire, alors que en vrai, genre, tu restes quand même une personne parmi des milliers qui parlent sur Internet. Mais voilà, du coup, on manque d'humilité, on veut être parfait. Et on milite plus pour notre image que pour la cause. Et à la fin, l'intransigeance qu'on s'inflige à soi-même, on l'inflige aux autres. Et on perd le lien social qui, de base, doit être renforcé. Il faut qu'on se renforce entre nous. Il faut qu'on trouve un moyen, justement, de faire comme les gens qu'on n'aime pas trop et de faire bloc en fait. C'est pas forcément facile, je sais, mais il y a des choses sur lesquelles on peut se rejoindre. Le résultat de tout ça, c'est que on se met une pression monstre, on perd un temps et une énergie précieuse à tergiverser parfois sur des trucs qui n'ont rien. Je vous jure, des fois il y a des débats lunaires. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, vous pouvez pas vous imaginer, mais des fois il y a des trucs mais qui prennent une énergie et un temps, et il y a tellement de gens qui s'y mettent, et il y a tout le monde qui est là, alors qu'à côté, les gens de qui on est en train de parler dans la vraie vie, ils sont en train de crever. Littéralement, ils ont faim, ils sont dans la rue, ils ont des risques d'être battus à mort, etc. Puis nous on est là, oui mais attends, mais t'as mis une virgule là et pas là, et puis t'as pas fait comme ça, puis c'est pas ce terme, et puis c'est celui-là, et puis non, putain. Et je vous jure que c'est vraiment du pain quotidien sur les réseaux, et c'est terrible, moi je trouve que c'est mortifère. Alors ne pensez pas qu'il y a que ça. Je suis pas en train de dire à nouveau les réseaux c'est mal, la vraie vie c'est bien. Mais il faut vraiment que si vous êtes parmi dans ces sphères-là, que vous ayez conscience de ça et que vous voyez à quel point c'est une perte de temps et d'énergie par moment. Et moi typiquement ce genre de festival ça m'aide un peu des fois à me décentrer, arrêter de croire qu'en fait je suis le nombril d'Instagram et que tout le monde attend de moi quelque chose d'incroyable, de me dire juste ok je suis un pion parmi d'autres, on fait un jeu entre guillemets ensemble, un jeu social et il faut qu'on joue ensemble en fait. Et venir ici, moi personnellement, des fois ça me permet de regagner en humilité et de me dire juste ok, réfléchis à nouveau à transformer ça en outil et pas en fin en soi. Dans nos milieux, on passe notre temps à dire que telle oppression est systémique, telle oppression est institutionnelle, c'est des problèmes systémiques, on dit tout le temps le mot systémique à la bouche. Et au final, quand on regarde dans nos pratiques concrètes, on passe notre temps à se fliquer individuellement pour des choses qui sont censées être systémiques. Et moi, le fait de m'être fait cette réflexion, ça m'a permis un peu de me dire ok, je comprends. Je vois qu'en fait, il y a des biais là qui se passent, il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Parce qu'on ne peut pas être constamment en train de dire c'est dans les sphères, c'est dans l'État, c'est dans le système administratif, c'est dans ci, c'est dans ça. Et puis après, dans la vraie vie de tous les jours, passer plus de temps à être en train de dire toi tu fais ça mal, toi tu fais ça bien, toi tu fais ça bien. Et en fait, ça nous mène à rien. Bref. Je pourrais encore parler très longtemps de ça, mais je vais prendre vos questions si vous en avez. Parce que sinon vous allez faire une overdose de ma personne.